Au début, si je suis rentrée dans la secte, c'est pour faire de l'humanitaire, c'est pour faire de l'écologie, c'est pour trouver un sens spirituel, pas pour être mieux que les autres. C'était pas ça m'était égal, j'avais pas ce désir particulier. Et puis là, d'un coup, si, c'était ça. C'est-à-dire que par la manipulation, par ce bourrage de crâne perpétuel où le gourou va vous répéter les mêmes choses, où les responsables, parce que c'est très hiérarchisé les sectes, lors des réunions vont vous répéter les mêmes choses, tout est centré sur la même chose, la même idée unique, totalitaire, bah vous l'adoptez, puis vous devenez ça. Vous en avez même pas rendu compte. Dans un récit autobiographique, Isabelle Sebag dénonce ouvertement la secte Iso Zen Galacteus, dans laquelle elle a vécu 7 ans d'enfer. Cette secte sous-coupiste, installée à Tahiti pendant plusieurs années, a été fondée à Paris en 1970. Emprise du gourou sur ses adeptes, abus sexuels, exploitation financière, fausse représentation et manipulation mentale, ce groupe réunit toutes les caractéristiques condamnables dans une secte. Malgré plusieurs plaintes et dénonciations, son fondateur, Jean-Paul Appel, continue d'exercer son emprise au sein du groupe, maintenant connu sous le nom d'Italia. Parce que pour moi, à l'intérieur d'Isozen, ces histoires de mutations cosmiques, ces séances de perversion que le gourou organisait, pour moi, ça s'appelait mutation cosmique. On me l'avait expliqué dans tous les sens. Il y avait des raisons très précises. Bon, j'ai été bête de les gober peut-être, mais c'est dans un contexte, quand vous avez 300 personnes ou 1000 personnes pour certaines sectes qui vont vous dire « Oui, donne 20 000 francs là, parce que le salut, il est là. Tu es tout seul, il y a 2000 personnes autour de toi, tu les donnes les 20 000 francs. » Les adeptes qui sortent des sectes ont une peur effroyable de porter plainte parce que quand on se dit que pendant 7 ans, un type vous a manipulé, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à lui faire face même après, quoi. D'abord parce que dans la société, rien n'est conçu pour vous aider à sortir intellectuellement et psychologiquement de cette torpeur, de cette parano, parce que ce paranoïaque-là, de gourou, ben, il vous a rendu parano vous-même. Hein. Donc vous sortez dans un état, vous êtes complètement déglingué, vous ne parlez à personne que vous étiez dans une secte, vous étiez en voyage. Ça tombe bien, on était à Tahiti, on était en voyage, et puis on ne parle plus de rien. D'ailleurs, l'image que je donne souvent, c'est que pour partir d'une secte, enfin quand on part d'une secte, c'est un peu comme le renard qui s'est pris la patte dans le piège, il faut qu'il se la rogne la patte s'il veut être libre, sinon il va mourir, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire beaucoup de gens sont partis en laissant des sœurs, des frères, des petits amis, des gens qu'ils aimaient, quoi, mais vraiment, avec des tentatives de suicide derrière, parce que paumés, déjà complètement infantilisés par la secte pendant des années, devoir se retrouver à se réinsérer socialement, retrouver un métier, retrouver des amis, retrouver des relations normales avec sa famille. Si je milite à la DFI depuis si longtemps, c'est tout simplement pour un problème personnel. Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants et très très heureuse en couple parce que j'ai un mari qui est plus âgé, qui est donc très père et très mari en même temps. Et puis, nous étions une famille très très ouverte. Et un jour, il m'a dit qu'il avait, par un ami d'amis, rencontré un personnage extraordinaire qui pouvait répondre à toutes ses préoccupations. Mon mari, en effet, était préoccupé par les problèmes écologiques, les problèmes du tiers-monde, moi aussi du reste, donc j'étais contente de recevoir ce personnage extraordinaire qui pouvait justement nous aider à prendre conscience et savoir ce qu'on pouvait faire ensemble. Pierre Doris Maltais, alias Norman William, un Québécois aux personnalités multiples, prétend entre autres être un Indien Micmac. Dans les années 70, il installe en France la secte écolo-pacifiste Écovie. Ses fidèles vivotent misérablement sous des tipis en tentant de reproduire en plein cœur de l'Europe la vie primitive des Amérindiens. Il convainc ses adeptes que c'est dans la mise en pratique radicale des coutumes de ses ancêtres que réside la solution aux problèmes écologistes et tiers-mondistes de la planète. Et mon mari allait dans cette communauté, parce que ce que l'on a appris, c'est qu'effectivement, il avait tout un groupe de personnes qui devaient justement militer, travailler pour aider ces enfants, ces problèmes écologiques et le tiers-monde. Et donc mon mari allait là-bas, voir un petit peu ensemble ce qu'il pouvait faire. Mais mon mari rentrait un petit peu perturbé, enfin, bon, il commençait à changer un petit peu, il était moins
moins prévenant, il était plus un petit peu sur un certain nuage. Et puis surtout, il a commencé à me dire que manger de la viande, c'était pas très bon, manger du poisson non plus. Il est devenu végétalien aussi. Parce que moi, j'ai vu progressivement mon mari se dégrader, parce qu'il y a la période de séduction. Une fois que la personne est séduite, on arrive progressivement à la période de destruction, c'est-à-dire changement de nourriture, manque de sommeil. Mon mari était tout le temps appelé là-bas, aller participer à des informations, des réunions, etc. Donc il rentrait, il se couchait tard. Destruction aussi, c'est-à-dire coupure avec la famille. On ne le voyait plus, il est tout le temps pris par la secte. Et puis en plus, il commençait à rejeter la société, c'est-à-dire que la société, tous les malheurs arrivaient justement à cause de la société, qui devenait satanisée. Et à la limite, nous aussi, nous devenions complètement sataniques, ils nous rejetaient. Et donc, séduction, destruction, ça y est, et programmation à l'image de la secte. Et ça a duré pendant 1 an. Et je vous assure que les sectes, pour ça, sont vraiment, ont des techniques absolument imparables. En 1984, pour une raison obscure, le gourou convainc certains de ses adeptes d'entreprendre une marche autour du monde qui doit durer 16 ans. Peu de temps après, Michel Tavernier abandonne le groupe qui se dissocie au Maroc en 1986. On retrouve Norman William en Belgique, où il est arrêté en décembre 1988, emprisonné pendant 4 mois, puis expulsé du pays. Un tribunal de Bruxelles le condamne ensuite par défaut à 3 ans de prison pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et usurpation d'identité. Quelques années plus tard, il réapparaît au Québec, où il se fait engager dans un centre communautaire de Montréal. Au printemps 97, dénoncé par un article de journal, Pierre Maltais abandonne toute activité connue. C'est aussi à Montréal que le Centre d'information sur les nouvelles religions est mis sur pied en 1984 pour diffuser de l'information sur les nouveaux mouvements religieux. Le CINR possède un important centre de recherche et de documentation sur les groupes installés au Québec et à l'étranger. Le centre publie des livres, organise des conférences et des colloques, et ses spécialistes offrent un service d'aide aux personnes en difficulté. Pour moi, le Centre d'information sur les nouvelles religions est une école d'apprentissage, là où on apprend à vivre le pluralisme religieux. Comment doit-on vivre cette situation pluraliste sans se briser, sans se faire mal? Et cela n'est pas suffisant. Comment vivre cette situation en s'enrichissant, en en sortant plus riche, en sortant différent? C'est une approche qui procède en 3 étapes, dans le fond. Elle procède dans un premier temps, donc, dans une compréhension du phénomène, dans un deuxième temps, dans une interprétation du phénomène, dans un troisième temps, dans une interpellation. C'est-à-dire, moi, j'ai des questions à poser au nouveau mouvement religieux, et je ne serai en droit d'en poser que dans la mesure où j'accepte qu'eux me posent des questions. C'est-à-dire, la société a le droit de leur poser des questions dans la mesure où la société est capable de recevoir les questions qu'ils posent. Car les nouveaux mouvements religieux ont des critiques sur la société, ils ont des questions. Sur les conseils d'un membre de sa famille, Louise consulte une représentante du CINR qui la renseigne et la conseille quand elle apprend que sa fille est devenue membre de l'Église de l'Unification. Comme beaucoup de parents, Louise est prise de panique face au choix de sa fille. Après une longue démarche et malgré leurs appréhensions mutuelles, Louise et Stéphanie décident de se rencontrer. Grâce à cette rencontre, Louise a finalement accepté ce qu'elle croyait inacceptable au départ, et Stéphanie, toujours mouniste, est aujourd'hui promise au mariage. Tu sais, ça nous a permis d'apprendre à ne pas juger l'autre. C'est simple dans le fond, parce que moi, ce que je faisais ce que je reprochais à Stéphanie, c'est ce que je faisais aussi. Tu sais, j'ai appris à moi-même ne pas juger pour avoir son respect, puis pour aussi que je puisse la respecter. Tu sais, ça va dans les 2 sens, le respect. Puis ça, je l'ai vraiment appris, puis j'ai eu des leçons d'humilité là-dedans. Parce que je me suis aperçue que ça menait nulle part.
de juger l'autre. Puis j'aimais pas non plus de l'aide de sa part. Puis ça, on a ouvert ça ensemble, Stéphanie et moi, le besoin de se respecter. Ça a été quelque chose qu'on a pu développer parce que c'était important pour garder la relation que elle a le droit à sa vie, à ses valeurs, puis que moi, j'avais les miennes. Et puis même si on n'a pas les mêmes, on peut s'aimer pareil.